Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité internationale et africaine, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mardi 15 mars avec l'enquête sur l'attaque perpétrée dimanche dans la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam. L'attentat qui a été revendiqué, vous le savez, par les djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a fait, selon un dernier bilan, 18 morts et en dehors des 3 et non plus 6 djihadistes qui ont été abattus lors de l'intervention des forces de sécurité. Parmi les 18 morts figurent notamment des ressortissants du Burkina Faso, du Mali ou encore du Liban. Autres victimes, 4 Français et une Allemande, la directrice de l'Institut Goethe d'Abidjan. Les autorités ivoiriennes ont promis de renforcer la sécurité dans le pays. Dans son allocution, le président Alassane Ouattara a notamment mis l'accent sur la collaboration avec les partenaires régionaux, continentaux et internationaux. Quant au ministre français des Affaires étrangères et de l'Intérieur, ils se rendent, eux, ce mardi en Côte d'Ivoire. Et alors qu'un deuil de 3 jours a été décrété lundi dans le pays, la station balnéaire de Grand Bassam, très fréquentée par les touristes, notamment occidentaux, craint évidemment une baisse drastique de la fréquentation de ces établissements suite à l'attentat. Je vous propose d'écouter ses commentaires. Le plan, quand il y a les gens de type comme ça, là, vous savez que les plans ont toujours peur. Donc je ne pense pas qu'ils vont revenir. Même s'ils vont revenir, il faut que la situation soit stable d'abord avant qu'ils reviennent. Demain même, c'est ça, demain je tremble. J'ai peur, ils vont tirer encore. C'est la tristesse totale, parce que nous, c'est notre village. Bon, les gens auront peur de venir sur la plage. C'est une ville touristique. Donc bon, les hôtels, tout ça, il y aura la paix totale. Peu de détails encore sur l'enquête en cours, si ce n'est que le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a indiqué qu'un téléphone appartenant aux djihadistes a été retrouvé et que son contenu serait exploité. Il est également important de connaître la nationalité des assaillants, car si ce sont des Ivoiriens, cela signifie qu'il y a un terreau de djihadistes dans le pays. Et si ce sont des étrangers, c'est que l'opération a été montée de l'extérieur. En attendant, les familles des personnes toujours disparues après l'attaque de dimanche poursuivent de leur côté leurs recherches. Écoutez. Lui-même, il a été paralysé. Donc c'est maintenant, il marche un peu. Donc il vient se débrouiller ici le samedi, dimanche. Maintenant depuis hier, on ne le voit pas. On n'entend pas coup de fil, on ne sait pas où le retrouver. Ça, je suis venu prier encore demander à ses amis là, si quelqu'un a pu le voir. On apprend par ailleurs par le ministre de l'Intérieur ivoirien que des projets d'attentats ont déjà été déjoués dans le pays. Quelques jours avant l'attentat de Ouagadougou au Burkina Faso, un chef d'AQMI avait notamment menacé les alliés des croisés, comme il les appelle. Une allusion faite au pays qui, comme la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, fournissent des troupes aux forces de l'Organisation des Nations Unies au Mali, où abritent encore des bases françaises ou américaines. Nous vous parlions hier du drame sanitaire survenu ce week-end dans l'hôpital camerounais de Lakintini à Douala. Après le décès, faute d'argent et donc de soins d'une femme enceinte et de ses jumeaux dont elle devait accoucher, la population est toujours sous le choc. Écoutez ces témoignages de colère de personnes qui étaient venues manifester pacifiquement hier. Témoignages de respect aussi à l'égard de la femme qui a tenté comme elle le pouvait de sauver elle-même les bébés. Nous ne pouvons pas continuer à laisser mourir des Camerounais. Il est inadmissible que ceux qui n'ont pas d'argent, que ceux qui n'ont pas à manger, que ceux qui n'ont pas à boire meurent dans nos hôpitaux. C'est fini comme ça aujourd'hui. Nous devons marcher, nous devons mobiliser, exprimer notre mécontentement. Nous ne sommes pas venus faire la guerre. Nous sommes venus montrer aux yeux du monde entier que le peuple camerounais en a marre. C'est malheureux d'autant plus que c'est une femme qui vient donner la vie, qui trouve la mort. C'est contradictoire. Il faut qu'on sache exactement ce qu'on veut. Parce que ça devient extrêmement dangereux. Ce qui arrive à cette femme, ça va nous arriver demain. Si on ne met pas un terme. Cette dame, vraiment, c'est une femme courageuse. Pour moi, c'est une héroïne. Elle a trouvé une lame. Parce que les enfants, dans le ventre, essayaient de bousculer. Ça bougeait, le ventre bougeait. Signe qu'il y avait de la vie dans le ventre, malgré que la dame avait perdu connaissance. Elle a donc pris son courage, opéré le ventre, retiré le premier enfant, qui était décédé, le second qui bougeait, le temps qu'on conduise cet enfant à la salle de réanimation, il a également perdu la vie.
Un mot de politique à présent. Dimanche 20 mars prochain, les Béninois, vous le savez, retourneront aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle et dans lequel l'actuel Premier ministre Lionel Zinsou va en découdre avec l'homme d'affaires Patrice Talon. Après un premier tour qui a déjà enregistré la participation de 33 candidats, l'heure est à présent au report des voix pour le camp de la coalition de rupture qu'incarne Patrice Talon. 24 de ces candidats malheureux ont déjà signé hier à Cotonou avec le finaliste un protocole d'accord pour le soutenir. Les détails avec Romuald Vesso. Impossible de se frayer un chemin dans cette grande salle de conférence d'un hôtel de Cotonou. Patrice Talon, le capitaine de l'équipe de la rupture et ses 24 premiers coéquipiers signataires du protocole d'accord de la coalition font leur entrée sous les ovations de militants et sympathisants. C'est inédit. Ils se sont mis ensemble afin de venir à bout de l'équipe de la continuité composée des formations politiques les plus représentatives au Parlement. Les candidats signataires de la présente déclaration, après consultation de leurs bases respectives, décident, premièrement, d'apporter leur soutien et celui de leur formation et groupe politique au candidat Patrice Talon. Deuxièmement, de faire une campagne électorale active et visible en faveur du candidat Patrice Talon, et ce, sur toute l'étendue du territoire en général, et dans leurs fiefs respectifs en particulier. La porte de la coalition de rupture reste ouverte, martèle ce mandat. D'ailleurs, Veseki candidat s'est déjà fait annoncer et signera dans les prochaines heures le protocole d'accord. Avec cette cérémonie, c'est la campagne de Patrice Talon qui est ainsi relancée. En Afrique australe, le Malawi a procédé hier à l'incinération de 2,6 tonnes d'ivoire d'éléphant saisis en provenance de la Tanzanie. La décision a finalement été prise après un long différend entre les deux pays au sujet de la conservation de ces défenses qui auraient pu servir de preuve contre les braconniers. Mais un tribunal du Malawi en a décidé autrement. 781 défenses estimées à un montant de 2 700 000 € ont donc tout de même été brûlées hier dans la petite ville du nord de Mzuzu, près d'une réserve naturelle, au cours d'une cérémonie publique. Le Malawi détient encore 4 tonnes d'ivoire de contrebande qui doivent également être incinérées prochainement. À cause de la corruption, mais aussi d'une législation peu sévère en matière de crimes contre l'environnement ou encore de la relative faiblesse des forces de l'ordre, le Malawi est considéré comme un maillon faible dans la lutte contre le trafic de l'ivoire. En 35 ans, le braconnage a fait chuter de moitié la population d'éléphants du Malawi, de 4 000 en 1980 à tout juste 2 000 aujourd'hui. Pour le pays qui dit ne pas vouloir que son territoire soit utilisé comme un marché pour ce trafic illégal, l'incinération d'ivoire permet surtout de montrer au monde que le Malawi est engagé dans la lutte contre ce type de criminalité. Écoutez. Ce que nous voulons dire avec ce geste, c'est que l'ivoire n'a pas de valeur car il existe une loi qui interdit son commerce à l'international. Donc voilà notre message. Arrêtez le trafic issu d'animaux sauvages et en particulier l'ivoire. Comme vous le savez, la police est débordée de travail. Donc parfois les trafiquants essayent de tromper notre vigilance. Pourtant, les statistiques prouvent que nous les combattons tous les jours. À l'international, la prestigieuse maison de vente aux enchères Christie's est concernée par des soupçons de vol. Nous venons en effet d'apprendre que les autorités américaines ont saisi vendredi dernier à New York 2 sculptures indiennes exposées dans les locaux de Christie's. Le célèbre établissement devait les vendre aux enchères ce mardi, mais problème, ces antiquités sont soupçonnées d'avoir fait l'objet de contrebande et d'être d'origine illégale. Les pièces saisies par les agents des douanes et du ministère de la Sécurité intérieure sont un bas-relief daté du 8e siècle ainsi qu'une stèle du 10e siècle. La première œuvre est estimée entre 200 000 et 300 000 $, la seconde entre 100 000 et 150 000 $. Christie's a retiré les lots de la vente et assure tout de même coopérer avec les autorités dans le cadre de cette enquête. L'opération de saisie s'inscrit dans le cadre d'une vaste enquête baptisée Opération Hidden Idol, idole cachée, qui a notamment permis l'identification du marchand d'art américain Subhash Kapoor, un intermédiaire qui aurait notamment fait l'acquisition d'œuvres pillées dans les temples en Inde et interpellé en Allemagne en 2011.
Et terminons notre journal avec un mot de sport et cet attrait de plus en plus marqué des clubs de football portugais pour les jeunes Africains. S'ils se rêvent en Ronaldo, eh bien c'est souvent la galère malheureusement qui les attend. Attirés par des vagues promesses de contrats lucratifs, de plus en plus de jeunes footballeurs d'Afrique mais aussi d'Amérique latine débarquent dans le pays. Porte d'entrée pour l'Europe. Regardez ce reportage. Ansuman Fati revient de loin. Arrivé de Guinée-Bissau il y a bientôt 6 ans pour un stage au Sporting de Lisbonne, il est recalé au bout de 3 mois et abandonné par son agent, sans argent et sans papier. Comme lui, de nombreux jeunes d'Afrique ou d'Amérique latine arrivent à Lisbonne croyant conquérir l'Eldorado européen du football et tombent dans la précarité. Ansuman a finalement trouvé refuge près de Porto, dans un petit club amateur local. Je dormais carrément dans le stade. Il m'avait arrangé un endroit sous les tribunes pour dormir. Je vivais là avec 2 Brésiliens. C'était une sorte d'appartement vraiment sous les tribunes. Ansuman aujourd'hui joue à Freamund, un club de 2e division du nord du Portugal. Sa vie s'est améliorée et il gagne 1 500 € par mois. De quoi aider sa famille, rester en Guinée-Bissau. Ma famille est vraiment très pauvre. Ma venue ici les a beaucoup aidés. Mon père est mort il y a 3 ans alors que j'étais déjà ici depuis 2 ans. Donc je me suis retrouvé responsable de ma famille, c'est-à-dire plus d'une 30aine de personnes. Ça arrive à beaucoup d'autres familles et joueurs aussi. Il n'y a pas de travail chez nous et les difficultés sont immenses. C'est pour cela que venir jouer au foot à l'étranger est notre seule planche de salut. Mais beaucoup n'ont pas cette chance. Selon l'ONG Foot Solidaire, 15 000 jeunes footballeurs africains tentent chaque année l'aventure en Europe avec un taux d'échec de 70%. Quand un jeune se met en tête de venir jouer dans un club en Europe et que son rêve ne se réalise pas, il ne trouve pas le courage de rentrer dans son pays pour être confronté à son échec. Cela crée des problèmes sociaux, dans le sens où ces jeunes finissent abandonnés et se retrouvent dans la délinquance pour nombre d'entre eux. Ils ne s'intègrent pas dans la société et cela n'est bénéfique pour personne. Du fait de sa position géographique, le Portugal est utilisé comme une porte d'entrée naturelle en Europe. Selon les services d'immigration portugais, plus de 1000 jeunes joueurs étrangers y seraient actuellement en situation irrégulière. C'est la fin de ce Vox Flash du mardi 15 mars. Merci à vous de l'avoir suivi. Je serai ravie de vous retrouver demain mercredi pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt sur Vox Africa.